Bonjour à toutes et à tous, chers et chers collègues. Nous sommes réunis aujourd'hui pour écouter M. Julien Alvarez qui va soutenir une HDR, une habilitation à diriger les recherches, dont le titre est Design des dispositifs et expérience de jeu sérieux. Cette soutenance sera effectuée devant un jury constitué de sa garante, professeure Sylvie Lemervienne de l'Université Polytechnique Hauts-de-France. Nous écouterons donc suite à votre présentation. Nous écouterons ensuite Annie Jantès, professeure CNRS Institut Mines Télécom Paris, qui est à distance. Est-ce que vous entendez correctement? Parfait. Parfaitement. Nous écouterons ensuite Éric Delamotte, à ma droite, rapporteur comme Madame Jantès, professeur CNRS Université Rouen, Normandie, et non pas Caen, Normandie. Puis Thierry Lafouche, qui a été aussi rapporteur, qui est professeur à l'Université de Lyon 1, qui est à ma gauche. Et Antoine Tally, qui a été examinateur, qui est chercheur, CNRS, Université Paris Diderot, ma gauche aussi. Et je terminerai ensuite cet échange, puisque j'ai eu l'honneur d'être désigné président de votre jury. Voilà, donc vous avez la parole, je pense, environ 25 minutes, je ne sais pas ce qui était convenu avec votre garante. D'accord. Nous vous avons lu et ensuite nous échangerons avec plaisir avec vous. Voilà, vous avez la parole. Très bien. Merci, cher président de jury. Merci à tous les membres du jury. Merci au public d'être venus aussi nombreux, aux amis, à la famille. Je vais démarrer cette présentation en essayant de respecter le temps comme convenu. Donc, dans un premier temps, on va évoquer l'histoire et le positionnement. Ensuite, on parlera de divers points qui concernent le mémoire. Et ensuite, on essaiera de faire une synthèse avant de passer aux questions. Donc, au niveau de ma provenance, donc je suis né à Stockholm, 1970. J'ai connu en fait 3 premières expériences préscolaires, une en Espagne sous Franco, une autre en Suède dans les années 70 et en France. Et donc dans les 3 pays, on avait eu un rapport avec l'éducation et le jeu qui était très varié. En Espagne, le jeu était sous vitrine, on avait des longues siestes obligatoires. En Suède, le jeu était utilisable à volonté avec l'enfant qui était au centre de l'éducation. Et en France, c'est jeu uniquement dans les récréations, avec un apprentissage beaucoup basé sur les interdits dans cette époque-là. Première rencontre aux premières expériences vidéoludiques ou jeux électroniques dans les années 70, avec ces dispositifs électromécaniques de Nintendo, de Mattel Electronics avec des jeux qui étaient à l'époque assez sommaires, hein, c'était des diodes électroniques, et puis la première console en 1982 avec la Vectrex. Premières expériences informatiques à caractère ludique, c'est-à-dire je programme moi-même les jeux, dans les années 80 en me rendant dans les FNAC, dans les supermarchés, où les ordinateurs étaient en libre service pour les faire découvrir au grand public. Et puis après, on a eu le plan informatique pour tous, lancé par le Premier ministre, M. Fabius à l'époque, qui a permis de démocratiser cet outil. Ensuite, premier jeu édité en 1991 sur Amstrad CPC, Live. Première commande vidéoludique dans les années 90 avec les éditions Milan qui m'ont proposé de développer avec mon épouse des jeux pour MobiClick, ToboClick. Et enfin, d'autres clients, TF1, Dupuis, CNRS, l'ENAC, la Cité de l'Espace. Alors, au bout d'un moment, arrivé à la trentaine, il y a eu un besoin de faire une bascule entre le monde professionnel et celui de la recherche. D'abord pour des raisons économiques. Je suis arrivé face à des personnes, à des entités, des entreprises qui m'ont dit gentiment « Écoute Julien, on a des stagiaires qui n'arrivent pas à modifier tes lignes de code, comment va-t-on procéder ?» Donc j'ai compris que le modèle économique qui consistait à faire du jeu à façon était en danger. Et puis il y avait aussi une quête de sens, puisque je suis très curieux, porté sur les sciences, et donc j'avais envie aussi d'approfondir ce qui se passait auprès des utilisateurs de jeux qu'on développait. Besoin d'évoluer, et puis ensuite de me sentir utile, besoin de reconnaissance aussi, et donc je trouvais que dans le monde de l'enseignement et de la recherche, il y avait toutes ces composantes-là. Enfin, essayer de se distinguer d'un point de vue aussi recherche et économie, en essayant d'établir une passerelle entre les deux mondes, parce que je trouve qu'il y a du bon des deux côtés. Alors, au niveau de la recherche maintenant, quand je suis passé dans cette dimension-là, l'ancrage disciplinaire qui s'est fait avec le temps de plus en plus affirmé, c'est les SIC, les sciences de l'information et de la communication, avec une coloration informatique qui reste toujours présente.
Ensuite, l'objet de recherche. Donc, c'est essentiellement les TIC et notamment le jeu numérique. De plus en plus, les jeux hybrides et avec la présence d'Antoine vers les jeux de type analogique, qui sont les jeux de plateau, les jeux traditionnels. Les terrains de recherche, c'est plutôt l'éducation, la santé et la communication. Les influences, les courants d'influence sont la cybernétique, l'IHM, le IH, le structuralisme, le socio-constructivisme, théorie de la genèse instrumentale, et puis les game and play studies. Donc j'ai une approche terrain que j'aime beaucoup, donc recherche appliquée, recherche-action, recherche participative, notamment via l'open innovation. Au niveau de la problématique générale, ce qui se retrouve dans la plupart des travaux que je conduis depuis maintenant les années 2004, c'est l'efficience, la recherche d'efficience au niveau des médiations impliquant du jeu sérieux, au niveau tant des artefacts que de l'activité, et pour transmettre à minima une fonction utilitaire qui peuvent être la diffusion de messages, la dispense d'entraînement, la collecte de données auprès des utilisateurs et des utilisatrices. Au niveau des positionnements épistémologiques, les contributions que j'essaye d'apporter au monde de la recherche sont de fournir des modèles essentiellement taxonomiques et évaluatifs, permettant notamment de mieux appréhender le jeu et son instrumentalisation dans le cadre de visées utilitaires, avec une méthodologie qui est basée sur la déconstruction formelle de l'objet, la mise en place de taxonomie, l'étude de modalités comparatives essentiellement, j'adore ça, l'analyse de l'activité, évaluation de séquences ludopédagogiques. Le paradigme que j'essaie de mettre en application, que j'essaie de partager auprès des étudiants, c'est que étudier sur un plan théorique ne suffit pas, il faut mettre en pratique. Il est donc préférable de concevoir des dispositifs soi-même et expérimenter. Au niveau des positionnements épistémologiques, ce qui se retrouve aussi tout au cours de l'histoire, c'est qu'en fait, il y a deux approches qui se retrouvent, qui sont les approches technocentrées et anthropocentrées. Donc, technocentré, c'est pour étudier le jeu, c'est-à-dire l'objet avec lequel on joue, ce avec quoi on joue, comme dirait Brice Roy. Et anthropocentré, on s'intéresse aux joueurs, aux joueuses, quand ils s'inscrivent dans l'activité proprement dite. Alors, exemple de modèle technocentré que j'ai pu développer au cours de mon temps de chercheur. Ici, les modèles de briques de gameplay, avec donc une approche qui a été revisitée en 2018, c'est-à-dire pratiquement plus de 10 ans après la première version qui avait été lancée en 2007, conjointement avec Damien Djaouti. Au niveau d'un autre modèle technocentré, nous avons ici le modèle GPS qui nous permet en fait de classifier les serious games selon une approche donc, qui est gameplay, permet de, secteur. Et donc on voit bien qu'on est technocentré puisqu'on s'intéresse à l'objet. Là, avec des approches de modèles anthropocentrés, on va plutôt être sur, par exemple, l'analyse d'accompagnement. Donc ici, le modèle RDU qui vous propose d'étudier à la fois les familles de réalisation de serious games, de diffusion et d'utilisation de ces serious games. Et enfin, le dernier modèle en date, qui est le modèle cépage, qui fait actuellement l'objet d'une co-construction avec différents acteurs comme Antoine Tally, Charlotte Tempier, Mathieu Vermeulen et Delphine Vauchel, par exemple. Tout ça donne lieu à des publications scientifiques, dont vous avez ici quelques évaluations en termes de quantité. Et puis, un modèle, une méthodologie que j'essaie de mettre en œuvre depuis l'avènement des briques de gameplay revisitées en 2018, c'est d'éprouver les différents modèles 10 ans après, en termes d'approche bibliométrique, qui consiste à dire, ben voilà, quels sont les auteurs qui se sont emparés de ces différents écrits, tant pour les critiquer que pour se les approprier, en évacuant les aspects qui sont neutres. C'est-à-dire les personnes qui écrivent juste « je fais mention du serious game en citant Julien Alvarez, je passe outre », l'idée étant de voir plutôt ce qui peut être analysé en termes de critique constructive. Au niveau de l'expérience en tant que gestion de laboratoire, j'ai eu la chance entre 2012 et 2019 de pouvoir gérer un laboratoire consulaire dédié au jeu qui a été créé et géré avec une équipe de choc qui m'ont aidé à établir ce laboratoire. Plusieurs personnes sont représentées ici dans la salle, je pense notamment à Sandra, à Alfonsino, qui ont permis de le mettre en œuvre, et ainsi que Anne-Sophie notamment, et Johan qui ne sont pas, hélas, présents ce soir. Au niveau des démonstrateurs et des prototypes qui ont été mis en place, vous avez ici une liste de projets qui ont démarré en 2006,
et qui explore chaque fois le jeu avec ses dimensions utilitaires, que ce soit les Serious Games Gargas, Gambas, des bases de données dédiées aux Serious Games, des escape games, ou plus récemment le projet Soupe à l'oignon, qu'on va ici détailler, avec l'idée qu'on peut utiliser le jeu donc, dans des écoles de commerce, comme par exemple ici Cage, qui m'a demandé de travailler sur la manière d'amener en fait, les managers à prendre conscience de leurs compétences à manager à travers des jeux d'équipe. Les dispositifs de type escape game numérique, avec Alfonsino ici présent, ont été élaborés pour le compte de la serre numérique dans un premier temps, et puis ensuite pour le compte de l'ESP, qui nous ont permis donc de voir à la fois comment innover d'un point de vue technologique, mais aussi d'étudier les usages. Alors ici, donc, on est dans des dispositifs qui ont été prototypés. On a aussi des travaux de recherche qui ont été financés, donc vous avez ici une liste. Les derniers travaux en date, c'est par exemple le projet de réalité virtuelle avec distracteur au volant fait pour la fondation Maïf notamment, puis le projet Bluebot avec lequel donc, Thierry Lafouge ainsi que Jean-Jacques Flao et l'ASP ont été des sources d'inspiration et de collaboration qui ont été précieux. Au niveau des autres activités qui sont en lien avec la recherche, il y a aussi l'organisation de manifestations dans le but de vulgariser les propos, donc avec des jeux numériques sans écran ou presque, les Serious Games, les Serious Escape Games, qui sont une manifestation qui permet d'étudier comment les escape games peuvent nous servir d'un point de vue communicationnel ou aussi éducatif, etc., etc. Et on pourra mentionner aussi Ludovia. J'ai fait partie de l'équipe de départ avec Michel Lavigne, pour qui j'ai une pensée, qui va soutenir sa HDR dans quelques jours aussi. Et nous avons co-construit les premières bases en fait, du colloque scientifique de Ludovia. Alors, l'accompagnement des doctorants s'effectue évidemment en SIC. Je peux donner une coloration informatique et évidemment via le terrain aussi donner un éclairage sur les aspects éducation. Les axes d'accompagnement que je propose, c'est évidemment sur le terrain de l'épistémologie, du jeu sérieux, de la culture vidéoludique, du design, innovation, état de l'art, prototypage, usage, protocole, méthodologie, évaluation, communication, essaimage, réseau, valorisation et modèle économique. Alors, les matières que j'ai dispensées depuis 1994, ça ne nous rajeunit pas trop, mais voilà, plus de 4300 heures aujourd'hui au compteur, avec donc l'ensemble de ces matières qui sont dispensées, dont la plupart sont liées à la conception, à l'évaluation, la gestion de projets, économie digitale, et le tout souvent relié donc aux jeux et aux jeux vidéo, aux serious games. Au niveau des enseignements aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir travailler avec Antoine Tally à co-diriger d'un point de vue pédagogique le DU Apprendre par le jeu. En parallèle, j'ai été amené à encadrer 3 thèses depuis l'ouverture du laboratoire consulaire, le Play Research Lab, d'abord avec Aurélien Libessard, puis Clémentine Avrez, puis Émilie Raymond, qui a soutenu sa thèse en novembre 2017 et qui a été qualifiée successivement en 71 et 70e section CNU. Au niveau du DU Apprendre par le jeu, on a des belles histoires qui sont en train de se tisser. 3 exemples. Une personne qui s'appelle Caroline Vanov qui a obtenu un CDI en sortant de la formation. Donc ça, c'est dans le monde professionnel. Catel Bellegarde qui a pu travailler avec nous sur le projet Bluebot et qui a obtenu un poste de maître de conférence au sein de l'INSPE. Donc je pense qu'on a grandement contribué à l'obtention de son poste via ce projet. Et enfin, Delphine Vauchel, qui est présente dans la salle et qui apparemment a été sélectionnée pour un poste de doctorat à Nice et au Canada. Donc on espère qu'il y aura des bonnes suites associées à ce projet. Au niveau des réseaux, l'idée c'est d'aider nos étudiants à les ancrer avec le monde soit professionnel, soit académique, en fonction de leurs demandes, en fonction de leurs projets. Et donc le DIU nous semble être un bon terreau pour pouvoir le faire, ainsi que l'activité de recherche, puisque nous pouvons, grâce à ces 2 leviers, co-construire des partenariats, soit de recherche, soit de construction de projets avec le monde de l'entreprise et le monde académique, que ce soit sur un plan national ou international.
Je me propose maintenant de basculer sur le contenu du volume 2, qui était axé sur des questionnements autour du serious game, plus précisément, et de son utilisation dans le monde, on va dire, sur le terrain de l'éducation notamment. Alors, on va placer un contexte qui nous permet de voir un petit peu où on se situe aujourd'hui par rapport au serious game. Donc, l'avènement de la mouvance actuelle du serious game date de 2002, même s'il y a eu des ancêtres préalables, avec notamment ce titre America's Army, qui a été le premier à présenter les 3 fonctions utilitaires que vous avez ici. 17 ans plus tard, on voit des bases de données comme Web of Science qui nous montrent un certain fléchissement à partir de 2017 sur la notion de serious game, mais je suis étonné de le voir aussi sur des termes comme par exemple game of learning, gamification, ou par exemple les game for learning. Donc à partir de là, je me suis posé la question, avec l'aide de Jean-Jacques Flao qui est présent dans la salle, si c'était pareil sur la base de Scopus. Et sur la base Scopus, on voit qu'au contraire, là, on a toujours une tendance haussière qui se dessine au cours des années avec une nette progression sur tous les termes, y compris le serious game, qui se trouve à peu près au milieu. En ce qui concerne la base Google Scholar, que j'utilise aussi, qui est à prendre avec caution, évidemment, au niveau des données, on voit également une forte tendance haussière. Enfin, on a aussi un avis de communication dans le journal officiel qui est paru en juillet 2019 qui ancre le terme « jeu sérieux » dans le dictionnaire. Et donc ça, c'est aussi un élément intéressant à notifier avec le terme « ludification » ainsi que « jeu d'évasion » et « humanité numérique ». Ces éléments étant posés, on peut se dire, est-ce que America's Army, finalement, 17 ans plus tard, correspond toujours à un effet de mode ? Alors, si on peut penser que non, il y a quand même des détracteurs qui nous posent des questions. Par exemple, Gilles Brougère qui nous dit que peut-être qu'America's Army, ça a été un mythe et qu'on est en train de fonder une catégorie, c'est-à-dire les serious games, les jeux sérieux, sur une exception. Donc c'est une question qu'il faudra étudier. Et ensuite, Catherine Kellner, nous dit que le jeu n'a pas ce que nous pourrions appeler une valeur instrumentale. Il ne sert à rien sinon à jouer et à y prendre du plaisir. Donc à partir de là, ça nous amène à 2 questions qu'il nous faut absolument aborder ensemble. C'est peut-on instrumentaliser du jeu dans un premier temps ? Et dans l'affirmative, peut-on superposer des objectifs utilitaires et du jeu tout en préservant les 2 parties ? Alors, pour étudier ces questions, ce qu'il faut savoir, c'est que nous devons d'abord nous intéresser à ce qu'est le jeu, pour ensuite essayer de le différencier avec le jeu sérieux. Donc, de manière très simple, ce qu'on peut dire, c'est que le jeu est difficile à définir parce que son approche est subjective. Ici, vous avez un tableau qui a été conduit par Salen et Zimmerman en 2003, et il concatène un ensemble de propriétés qui ont été fondées sur différents auteurs, comme des chercheurs et des game designers. Et en fait, personne n'est vraiment d'accord sur les propriétés à mettre en avant, si ce n'est peut-être la première propriété qui est principe fondé sur des règles qui limitent les joueurs. Donc on va se garder ça en mémoire pour tout à l'heure. En outre, ce qui se passe, c'est que la perception, si elle est subjective pour chacun de nous concernant le jeu, elle fluctue avec le temps. C'est ce que nous dit très bien Jacques Henriot en nous disant que la chose que j'appelle jeu maintenant, en ce moment, sera peut-être différente demain. Ça veut dire qu'on est influencé par quelque chose. Alors, si on s'intéresse aux écrits de Winnicott, on sait qu'en fait, le jeu, c'est une ère intermédiaire d'expérience entre le dehors et le dedans. Ça veut dire qu'en fait, on est en permanence en train de fluctuer soi-même. On est réceptif à plein d'éléments, et puis le dehors aussi peut fluctuer, donc ce qui fait que les paramètres bougent en permanence. Donc de cette façon-là, comme nous le dit très bien le Merviel, en fait, le sens ne peut être conçu que contextuellement et culturellement. Par conséquent, un même réel peut supporter des regards différents. Ce qui veut dire concrètement qu'ici, vous avez 4 personnes en train de jouer, et on peut voir que les expressions ne sont pas tout à fait identiques entre ces 4 joueurs, en fonction de leur vécu, de leur expérience de jeu, et du contexte dans lequel ils ont été plongés. Alors, si le jeu est une perception subjective, comment peut-on avancer dans notre réflexion ? On peut poser une base minimale de jeu, qui est de dire qu'il nous faut des ingrédients qui sont les suivants. Il nous faut un joueur, une joueuse, il nous faut des règles, métabriques par exemple, et un artefact. S'il nous manque un de ces éléments-là, le jeu ne peut pas avoir lieu. Maintenant que nous avons posé cette base minimale de jeu, on va s'intéresser à la notion de jeu sérieux et essayer de le distinguer. De manière très simple,
Ce qu'il faut savoir, c'est que serious game en anglais nous renvoie essentiellement à l'artefact. Or, la notion de jeu en français peut renvoyer à l'activité, mais aussi à l'artefact. Donc, il nous faut prendre en considération ces deux aspects, l'activité et l'artefact, ce qu'on peut symboliser ici rapidement par ce graphique, où on voit que d'un côté, on peut s'intéresser à l'activité, c'est-à-dire par une approche anthropocentrée aux joueurs et aux règles associées, et puis de l'autre côté, à l'artefact et aux aspects technocentrés avec le gambit et les règles associées. Sur le plan de l'artefact, 3 éléments nous permettent de distinguer le jeu du jeu sérieux. D'abord que le jeu sérieux en fait nécessite de se positionner sur un marché qui s'écarte de celui du seul divertissement, que le jeu sérieux hybride des éléments de jeu et des fonctions utilitaires obligatoirement, et enfin dernier point, que l'utilisation d'un serious game pour son concepteur vise une finalité utilitaire. Ayant ces aspects qui ont été éclaircis, il nous manque le pan qui est en lien avec l'activité. Donc là, on va se tourner vers le serious play. Alors là, on peut s'intéresser au modèle de Blanchard qui va nous dire comment on peut distinguer le play du serious play, le fait de s'amuser avec un amusement sérieux, si vous voulez. Là, ce qui se passe, c'est qu'il nous propose un cadran à 2 axes où il va définir d'un côté le play et le not play, le travail, l'école d'un côté, le loisir de l'autre. Ce qui nous fait 4 cadrans. En fait, le serious play va se définir sur le cadran A au niveau du serious play. Les autres cadrans vont être éliminés puisque quand on n'a pas de jeu, ça ne nous concerne pas et quand on est dans la sphère du loisir, ça ne nous concerne pas. Néanmoins, 2 caractéristiques qu'on peut dégager pour s'inscrire dans le serious play, se trouver en situation formelle, d'une part, viser un objectif utilitaire et avoir un représentant qui propose le jeu. Deuxième niveau, maintenant on va s'intéresser à l'aspect design de notre jeu sérieux. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait on veut d'abord répondre à la question de Kellner que nous avions vue au début. Est-ce qu'on peut instrumentaliser le jeu ? Pour ce faire, on va s'intéresser aux différentes méthodes qu'on peut utiliser pour faire du jeu sérieux. On en identifie 4. D'abord, le serious game design. On part de rien et on fait un cahier des charges. Ensuite, la gamification. C'est on prend un objet utilitaire, on lui associe du jeu. On peut aussi dégamifier, c'est-à-dire on prend un jeu existant, on lui enlève des éléments ludogènes jusqu'à arriver à un équilibre entre l'aspect utilitaire et l'aspect jeu. Et enfin, on a le serious gaming, celui qui va nous intéresser dans la suite de cette démonstration, qui consiste à détourner un jeu existant pour lui assigner des usages utilitaires. Alors, certaines de ces approches qu'on vient de passer en revue, le serious gaming et la dégamification s'effectuent a posteriori. Donc cela signifie qu'en fait, puisqu'on est dans une approche a posteriori, on est bien en train d'instrumentaliser du jeu, donc on est en rupture avec les propos de Kellner. Néanmoins, soulignons que Kellner avait écrit ses propos avant la mouvance de 2002, c'est-à-dire elle travaillait sur du ludo-éducatif, des CD-ROM ludo-éducatifs. Elle a peut-être changé d'opinion entre-temps. Maintenant qu'on a posé ce premier point, on va s'intéresser à la deuxième question. Peut-on superposer les objectifs utilitaires et le jeu tout en préservant les 2 parties ? Pour ce faire, on va prendre ces éléments, c'est-à-dire que là on reconnaît en fait la base minimale de jeu auquel on greffe un scénario utilitaire et on a notre représentant de la situation formelle avec l'objectif utilitaire assigné qui vont être associés. Notre jeu de base, c'est par exemple Overcook, on va le détourner. Comment fait-on ? On a ici donc un jeu avec les règles qui consistent en fait de manière très simple à avoir un ensemble de petits cuistots qui doivent fabriquer une soupe à l'oignon. Chaque cuistot est géré par un des joueurs. Il faut couper les oignons, les mettre dans une marmite, les faire chauffer. Une fois que ces oignons ont été cuits, on dresse une assiette, on sert la soupe à l'oignon en salle et on revient. Comment on a en fait détourné ce jeu ? On a utilisé ça dans une école de management en faisant tout simplement travailler les différents joueurs sur les aspects de management, en leur disant vous incarnez chacun un cuistot, mais en plus vous avez une 5e personne qui n'a pas de manette et qui lui va superviser l'ensemble comme étant en fait le manager. Et il va falloir l'écouter, mais ce manager il doit aussi savoir ce qui se passe auprès de l'ensemble des joueurs, quelles sont les personnes qui sont en difficulté, quelles sont les personnes qui sont en limite de savoir-faire, quelles sont les personnes qui sont en déficit d'écoute, etc., etc. Donc concrètement, une fois que le tour est terminé, les joueurs ont droit à 3 tours, il y a débriefing, micro-débriefing entre les joueurs et le manager de manière à essayer d'améliorer la stratégie.
Et vous voyez ici, par la posture des corps, que les gens sont complètement détournés des jeux, très impliqués dans l'activité. Certaines personnes vont carrément sur des postures qui nous font penser à des coachs sportifs. Donc à partir de là, ils veulent vraiment gagner. Ce qui nous intéresse, nous, par rapport à la question, peut-on superposer les objectifs utilitaires du jeu? En fait, de manière très simple, on s'aperçoit que si on étudie les approches de Nicole Tremblay, c'est-à-dire qu'on a en fait 3 temps dans les activités pédagogiques, on a d'un côté la phase de jeu et de l'autre la phase utilitaire. En fait, il n'est pas question de les superposer, mais on passe de l'un à l'autre en fonction de nos besoins. C'est-à-dire on passe du jeu à l'activité de débriefing. Il n'est donc pas question de les superposer, mais on les appose côte à côte. Et c'est cette approche-là qui me semble plus intéressante à utiliser plutôt que d'essayer de faire un savant mélange d'hybridation qui peut être compliqué à mettre en œuvre. Pourquoi faire usage du jeu? C'est la dernière phase. Donc en fait, de manière très simple, quand on fait du jeu, on vise une finalité qui est le bien-être. Quand on fait du jeu utilitaire, on a une visée qui est la production d'efforts orientés vers un but. Donc il faut imaginer une fusée à 2 étages où le jeu n'est finalement qu'un moyen pour accéder à ce niveau utilitaire. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir comment mettre en place des stratégies pour passer de cet étage du jeu à l'étage de la fonction utilitaire. On s'aperçoit qu'en fait, il y a des stratégies, des concepts de jeu sérieux et des stratégies dans le monde de l'éducation qui nous permettent d'établir des passerelles. Et la motivation est une des clés pour passer de l'un à l'autre. Donc concrètement, voilà la logique. Ça serait d'amener les joueurs à passer au niveau jeu pour ensuite passer au niveau utilitaire. Cependant, dans la vie, les choses ne se passent pas toujours comme on le prévoit. Ça, c'est dans le cas idéal. En fait, on a des joueurs qui peuvent bien sûr s'inscrire dans le jeu, mais d'autres qui vont plutôt sortir du jeu, ne pas y adhérer, ou alors carrément des personnes qui ne vont pas adhérer à l'activité. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tout un ensemble de profils de joueurs qui existent ou de non-joueurs. Et donc, la réalité ressemble plutôt à ça. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui vont s'inscrire dans l'activité de jeu, mais vouloir y rester, d'autres qui vont monter au niveau utilitaire, d'autres qui vont monter directement au niveau utilitaire sans passer par le jeu, et enfin en bas en gris, vous avez les disrupteurs qui eux vont carrément quitter l'activité. Donc pour pouvoir mettre en place une activité de jeu sérieux, nous on préconise une médiation humaine, c'est-à-dire un médiateur ou une médiatrice qui vont aider à maximiser les chances d'atteindre les objectifs utilitaires. Et tout ça nous inscrit en fait dans une notion de dispositif. Et ce dispositif a pour but de contraindre en fait les personnes, les joueurs, à rentrer dans cette fusée pour ensuite leur offrir des transformations. Et ces transformations, en fait, quand on étudie ça à la lumière des écrits de Jean Euth, on s'aperçoit que les transformations sont multiples. En fait, elles concernent non seulement les joueurs, les joueuses, mais aussi le dispositif lui-même, ainsi que le médiateur ou la médiatrice qui lui aussi va être impacté. Et ce que nous dit très bien Delamotte, c'est que, en fait, ces actes de transformation peuvent être mis en relation avec des actes communicationnels. Alors, face à tout ça, il nous reste un dernier point, c'est l'évaluation de ces dispositifs. Le modèle CEPAGE vise à évaluer ce type d'activité. On retrouve ici nos ingrédients, le cadre, les objectifs, l'enseignant, la pédagogie, les apprenants et le jeu. Et on va essayer d'éprouver, c'est ce que j'ai essayé de faire tout au long de ce mémoire, ces éléments avec du jeu sérieux, du serious toy, une recherche scientifique, le projet Bluebot, et il y a aussi d'autres chercheurs qui sont en train de s'emparer du modèle pour essayer de l'améliorer. Donc à partir de là, si on doit faire une synthèse de tout ce que nous avons vu, nous pouvons instrumentaliser du jeu, nous pouvons mettre en relation des jeux et des objectifs utilitaires en les apposant côte à côte. La stratégie associée au jeu sérieux, c'est la motivation pour atteindre un objectif utilitaire. Le jeu représente un moyen d'atteindre l'objectif, ce n'est pas une fin en soi. Le jeu sérieux implique des processus de transformation au niveau des joueurs, des médiateurs, médiatrices et du dispositif. Le modèle CEPAGE vise à évaluer une séquence de jeu sérieux. Ce travail de recherche que je suis en train de vous présenter lui-même va être impacté ne serait-ce que par les questions que vous allez poser. Et donc il est lui aussi appelé à se transformer. Et je souhaiterais souligner que ce travail de longue haleine, parmi tout le reste que je vous ai présenté, si je veux aller plus loin maintenant, nécessiterait d'occuper un poste de professeur des universités. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Monsieur Julien Alvarez, après vous avoir lu, après vous avoir entendu et avoir débattu avec vous, les membres du jury présent ici vous délivrent l'habilitation à diriger les recherches en sciences de l'information et de la communication. Bravo. Merci.